résoudre un problème stoichiométrique, il faut écrire l'équation. Je n'ai pas oublié de la pondérer. Donc parfois, il vous donne l'équation pondérée, mais parfois, il faut y penser soi-même, donc vérifier à chaque fois. Quand vous avez des informations numériques, des volumes, des concentrations, écrivez-les en dessous du réactif ou du produit concerné, en dessous de l'équation. Les données que vous avez en n'importe quelle quantité, en n'importe quelle grandeur, il faut les transformer en nombre de moules, parce que l'équation parle d'un certain nombre de moules de réactifs qui donne un certain nombre de moules de produits. Donc il faut les compter. Donc si vous avez des masses, vous ne pouvez pas les utiliser. Il faut des concentrations massiques et tout ça, il faut vraiment transformer en nombre de molécules et pas leur poids. Ça, il y a des exceptions, donc tous les problèmes stoichiométriques ne doivent pas être faits en moles. Parfois, on peut aller plus rapidement et travailler avec des concentrations molaires. Donc ça, c'est permis aussi d'avoir une concentration initiale, finale et une variation si ça se déroule dans le même volume de solution. Donc s'il n'y a pas d'apparition d'un volume et si tout le monde est bien dans la solution. Donc pour les dissociations d'ions, les précipitations, on peut travailler avec les concentrations. On l'a déjà fait dans d'autres points précédents. Pareil pour les volumes de gaz. Si tous les réactifs et tous les produits sont des gaz, c'est pas obligé de tout transformer en nombre de moles, puisque chaque mole de gaz occupe un même volume. Le volume molaire des gaz est une constante à une température et une pression donnée. Et donc on peut faire le problème stoichiométrique avec les volumes de gaz, ça marche tout aussi bien. Une fois qu'on a écrit les données, qu'on les a transformées ou pas, on prépare un tableau d'avancement en 3 lignes. Donc vous avez le nombre de moles initial, la variation du nombre de moles et le nombre de moles final. Alors vous avez différents produits, différents réactifs, différents produits, et vous indiquez les informations que vous venez de calculer. Donc si vous avez calculé des informations sur des réactifs, parce qu'on vous a donné plein d'infos, vous les écrivez au départ. Si vous avez calculé des informations sur un produit, vous les indiquez à la fin. Pourquoi ? Parce que les réactifs, vous les introduisez au début de la réaction, tandis que les produits, vous allez les obtenir à la fin de la réaction. Donc vous n'avez pas de produit au départ. Justement, il faut placer les zéros au nombre de moles initial de produits. Pour les réactifs, certains vont arriver à 0. Donc c'est pas sûr que tout le monde sera à 0. S'ils sont en conditions stoichiométriques, donc si par exemple vous êtes en train de faire un titrage où on ajoute à la goutte près exactement ce qu'il faut, dans ce cas-là vous aurez 0 pour chacun des réactifs, le titrant et le titré. Si vous avez une seule info, donc pas d'info sur l'autre, vous prenez exactement ce qu'il vous faut pour arriver à 0. Donc les problèmes avec excès et défaut, c'est quand on vous donne les infos sur deux réactifs. Dans ce cas-là, il y aura certainement un excès, un défaut sur l'un ou sur l'autre. Donc dans ce cas-là, il y aura une technique pour trouver qui est en excès, qui est en défaut. Alors il y a aussi parfois des cas où vous avez une info sur un produit et une info sur un réactif qui peut être en excès. Dans ce cas-là, toujours utiliser la quantité de réactifs. Donc si on vous dit que vous obtenez un certain nombre de moles de produit, même si vous avez plus de réactifs disponibles, tenez compte de l'information, on vous donne la quantité de produits fabriqués. Même si vos réactifs permettraient peut-être de fabriquer davantage, mais peut-être qu'il en manque, peut-être que le rendement n'est pas de 100%. Donc toujours priorité aux produits. Voilà. Après, il faut voir comment les choses changent. Donc les réactifs vont disparaître, les produits vont apparaître. Donc on met des signes moins pour les réactifs qui disparaissent, on met des signes plus pour les produits qui apparaissent. Et la petite barre ici, c'est vraiment un calcul écrit. Donc vous avez X machin, plus ou moins X machin, qui donne X machin, c'est vraiment un calcul écrit dans ces petites colonnes. Après, il faut tenir compte des coefficients stoichiométriques. Donc comme l'équation vous dit, c'est 2 molécules qui réagissent avec 3 molécules pour donner 4 molécules et 1 molécule. Dans ce cas-là, il n'est pas indiqué celui-là. Vous indiquez la façon qu'ont toutes les molécules d'avancer. Donc il faut vraiment imaginer un wagon où certains font plus de tours de roue que les autres. Et après, il faut calculer ce qui va multiplier tout le monde. Donc ce que j'appelle le multiplicateur, le degré d'avancement, le bateau, le wagon. Tout le monde est dans le même train et donc tous les wagons avancent ensemble. Ou tout le monde est dans le même bateau. Pour calculer ce fameux multiplicateur, il faut travailler dans une colonne où on connaît le début et la fin. Donc si vous connaissez le début et la fin, vous allez calculer. Alors comment est-ce qu'on calcule ce degré d'avancement, ce petit bateau ? On fait le début moins la fin moins le début, donc la variation du nombre de moles, et on divise par le coefficient. Ça va ? Donc si vous avez par exemple, 6 moles, et que vous avez un coefficient 2, vous faites... vous savez que c'est le seul réactif dont vous avez l'info, donc vous savez que la variation est de 6 à 0.
et le coefficient est de 2, donc vous allez mettre un 3. Et vous voyez que votre petit calcul écrit ici, 6 moins 2 fois 3 fait bien 0. Et donc vous avez trouvé comment ce réactif a envie que tout le train s'ébranle. Et donc dans ce cas-là, tout le monde le suit. Après, vous vérifiez si vous avez assez de votre autre réactif pour qu'il n'y ait pas quelque chose de négatif ici. Si jamais vous avez quelque chose de négatif à l'arrivée d'un réactif, c'est que vous n'avez pas choisi la bonne colonne. Donc dans ce cas-là, il faut travailler avec l'autre colonne. Ça, c'est interdit. Donc interdit d'arriver avec un moins à cet endroit-là. Voilà, alors parfois vous allez travailler avec une information ici, mais c'est le même principe. Hein. Donc la variation du nombre de boules, vous la prenez en valeur absolue, que ce soit un plus ou un moins. Voilà, alors une fois que vous avez trouvé ce multiplicateur, il suffit de résoudre tous les problèmes, tous les petits calculs écrits. Donc si vous avez 0 et 4 fois 3, ben vous faites 0 plus 4 fois 3, 12, 0 plus 1 fois 3, 3. Alors si par exemple ici, vous aviez on va dire 15, eh ben vous faites 15 moins 3 fois 3, ça vous fait un 6. Et pas de négatif. Donc c'est vraiment faire le calcul écrit, et donc vous trouvez votre excès grâce à cette technique de remplissage d'un tableau d'avancement. Voilà. Alors, complétez chaque colonne comme un petit calcul écrit, je vous ai montré. Alors, pour les réactifs, ben, vous faites le calcul écrit de haut en bas, ou si vous avez la fin, vous faites à l'envers, vous remontez vers le nombre de moles initial. Donc ça, c'est quand vous n'avez pas d'infos sur un des réactifs. Ça va commencer à être chargé, mais imaginons que vous n'aviez pas d'infos sur ce réactif, et donc vous savez que vous allez tout consommer, c'est pas la peine d'imaginer un défaut si on ne vous donne pas l'info, et donc dans ce cas-là, vous allez à l'envers. Donc pour arriver à consommer tout pour ce réactif dont vous n'avez pas d'infos, ben vous faites 0 plus 3 fois 3, parce que quand vous allez à l'envers, vous retournez, et vous trouvez le 9 dans ce cas-là. Donc on peut aller vers le haut. Si on a besoin de retrouver le nombre de moles nécessaires pour faire la réaction. Alors pour la fin ici, donc quand est-ce qu'on a des défauts, quand est-ce qu'on a des excès, donc le nombre de moles final, il est nul si la réaction est complète, première possibilité. Si on est en condition stoichiométrique, ça sera nul pour tout le monde, donc tous les réactifs réagissent complètement, on a mis exactement la bonne quantité. Donc ça c'est un vocabulaire qu'il faut avoir. Donc parfois dans l'énoncé on vous dit ça se passe en condition stoichiométrique et vous devez comprendre que tous les réactifs réagissent complètement. Alors, ce sera aussi un nombre de moles final nul pour le réactif en défaut. Donc, au moins un réactif réagit complètement, c'est celui-là, celui en défaut. Alors, quand est-ce que ce fameux nombre de moles est non nul? Quand est-ce qu'il y a un excès? C'est si la réaction est complète pour le réactif en excès, mais aussi si la réaction est incomplète. Donc, quand vous avez des équilibres, des réactions qui se déroulent dans les deux sens, avec un sens direct et inverse, aucun réactif ne réagit complètement, et donc vous n'aurez aucun zéro sur la ligne du NF du côté des réactifs. Et donc dans ce cas-là, on remplit le tableau avec les produits. Si on sait que la réaction est incomplète, ce n'est pas la peine d'essayer de calculer le multiplicateur du côté des réactifs. Alors parfois, on parlera d'un rendement. Donc pour les réactions à l'équilibre, on parlera d'un rendement. Pour les réactions incomplètes, à l'équilibre, le rendement sera inférieur à 100%, vu qu'il y a une réaction inverse qui empêche d'aller au bout de la réaction. Et parfois, vous aurez des rendements à cause de pertes diverses. Donc dans les systèmes biologiques, vous ne savez pas consommer tout le sucre ou quand il y a des produits secondaires ou des choses comme ça. Donc si on vous parle d'un rendement, vous n'allez pas pouvoir aller jusque 0 avec la quantité de réactifs qu'on vous fournit. Voilà, alors le problème stoichiométrique est presque terminé. Quand vous avez rempli ce tableau-là, après il faut se poser la question, on me demande une information sur quel réactif, quel produit, on va dans la bonne colonne, et on vous demande un volume, une masse, une concentration. Ça, vous savez utiliser les grandeurs chimiques pour retrouver ce qu'on vous demande. Alors, pour ce qui concerne les calculs de rendement, si jamais on vous demande de calculer le rendement d'une réaction, c'est toujours le même calcul, quelles que soient les conditions dans lesquelles on vous demande de calculer ce rendement, que ce soit un équilibre ou une réaction avec perte. Et vous mettez le nombre de moles que vous avez obtenu réellement, donc avec l'équilibre, avec les pertes, et vous divisez ça par un nombre de moles maximum fictif. Donc vous imaginez les mêmes conditions de départ, les mêmes quantités de matière qu'on vous donne, mais vous allez plus loin. Vous allez, comme si la réaction était complète, attention qu'il faut
tenir compte d'un excès possible dans la réaction complète, pas considérer n'importe lequel des réactifs qui arrive à zéro. De nouveau, pour une réaction complète, c'est au moins un arrive à zéro, pas spécialement les deux. Ou alors vous considérez qu'il n'y a pas de perte, donc que tous les réactifs qu'on vous a fournis ont bien donné les produits. C'est le même principe que considérer la réaction complète, mais parfois les pertes de rendement ne se font pas spécialement par une réaction à l'équilibre, mais par des pertes. On multiplie ça par 100 parce que les rendements sont donnés en pourcents. Donc le rapport du nombre de moles réels sur le nombre de moles maximal possible. Et attention, calculez ça sur un produit. Ça va ? Donc, parce que justement, les réactifs peuvent avoir un excès. Donc toujours considérer un des produits, ce n'est pas la peine de le faire pour les autres, puisque tous vont atteindre le même rendement, puisque tous sont dans le même train, dans le même wagon. Donc si un arrive à réagir à 50%, si on arrive à obtenir 50% des produits possibles, on obtiendra aussi 50% de l'autre produit possible. Il n'y a pas de raison que ce qu'on obtient ou ce qu'on pourrait obtenir change, puisqu'ils sont dans le même bateau et qu'ils partent tous les deux de zéro, les produits. Alors, juste une description de ce qu'est un titrage. Donc, bien se rendre compte du mot titrage, c'est déterminer le titre d'une solution. Et le titre d'une solution, c'est sa concentration molaire. Alors, quand on fait un titrage, on a un certain titré avec un certain titrant et on obtient, on s'en fout. Les produits sont des choses qui vont aller à la poubelle. Donc, seuls les deux réactifs sont intéressants, pas la peine de remplir tout le tableau. Alors, la solution titrante, vous connaissez sa concentration, c'est quelque chose que vous allez mettre dans la burette. La solution titrée, vous savez le volume d'échantillon que vous avez prélevé. Donc, souvent, on fait ça avec une pipette jaugée, quelque chose de très précis. Vous connaissez son volume, mais vous cherchez sa concentration. Donc ça, c'est déterminer le titre de la solution inconnue, c'est la solution titrée, l'échantillon. Alors, comment vous réalisez le titrage ? Une burette, elle a un petit robinet ici en bas, on la remplit jusqu'en haut avec un petit signe de 0 et on ouvre le robinet et on va jusqu'à un virage. Alors, c'est quoi un virage ? C'est pas de la conduite mécanique de voiture ici, c'est un changement de couleur. Donc, vous allez normalement ajouter dans la solution un indicateur. Pour les acides bases, vous êtes obligé, parce que les acides et les bases, pour la plupart, sont incolores. Pour les titrages redox, ce n'est pas absolument nécessaire parce qu'il y a des couples redox qui sont de couleurs différentes. Donc, quand vous avez une réaction qui aboutit à la fin de la réaction, ça change de couleur. Alors, il faut savoir que la réaction se déroule en conditions stoichiométriques et vous arrivez à la fin, vous aurez 0 pour chacun. Et donc, ça vous permet vous ajoutez la solution titrage jusqu'au changement de couleur et donc vous allez observer un certain volume nécessaire. Donc, vous ajoutez 1, 2, 3, 4, 5, hop, ça change de couleur à 5,4 ml. Ben, c'est ça que vous aurez le volume nécessaire observé. Et donc, vous allez avoir besoin d'ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, un certain nombre de volumes, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Alors, c'est quoi ce quelque chose qui se passe ? Ben, c'est le moment où vous arrivez à ajouter exactement ce qu'il vous faut, les conditions stoichiométriques de votre réaction. Que vous êtes parti avec une certaine quantité de titré, donc une certaine quantité de molécules dans votre échantillon. À chaque millilitre de la burette ajoutée, ben, vous avez détruit une partie. Donc ça descend, ça descend, ça descend à chaque fois que vous ajoutez un petit peu de la solution. Et donc tant que vous n'avez pas ajouté assez de titrant, vous êtes avec un excès de titré. Il n'y a pas assez de titrant, donc un défaut de titrant. À un moment donné, vous serez pile poil, vous aurez ajouté exactement ce qu'il vous faut et c'est ça le moment où on observe le volume nécessaire, là où un changement de couleur a lieu. Donc votre titré était peut-être un acide. S'il n'y a plus d'acide, la solution devient neutre et puis basique presque immédiatement. Si vous titriez une base, votre solution était basique et tout à coup elle devient acide, donc ça change de couleur. Et si vous allez trop loin, si vous ajoutez un peu plus, vous allez avoir à ce moment-là un excès de titrant, mais on s'arrête. On ne va pas plus loin que le volume nécessaire, l'observation du virage. Si vous avez des pH, vous aurez un saut de pH, ça va monter d'un coup ou descendre d'un coup, vous allez passer de quelque chose d'acide à quelque chose de basique ou l'inverse. Voilà pour la théorie. Je vous montre les questions des examens de 2017 à 2019 sur ces thèmes-là. Donc, 2 en 2017. En 2018, il y en a eu 3. En 2019, voilà, les questions 13 de juillet et les questions 13 de septembre.